Salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de Tennis Canada. Mine de rien, il reste de moins en moins de temps à la saison de tennis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu énormément d'actualités cette semaine. C'est un peu surprenant à ce temps-ci de l'année, mais le Canada a brillé cette semaine. On va avoir un gros bloc d'actualité de tennis canadien présenté par Tennis Giant. Mais avant qu'on saute dans le vif du sujet, je rejoins Hugues Léger au stade IGA. Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu avec le backdrop sur la ligne en arrière de toi? Ça va très bien. Écoute, l'ambiance est superbe aujourd'hui avec des victoires de Rebecca Marino. On va en parler. Une belle finale de Gabriel Diallo qui nous réjouit évidemment, nous, ici dans les bureaux de Tennis Montréal. On aura une belle entrevue avec notre directeur technique, Sébastien Prieur, qui est un des premiers coachs de Gabriel. Non, le mood est très bon. Puis moi, je suis de bonne humeur personnellement parce que, contre toute attente, je joue encore dehors au 21 octobre. Là, je joue encore ce week-end. Puis je pense qu'il y a un match qui se prépare pour demain. Donc, quelle belle fin de saison là, sur les terrains extérieur du Québec. On rejoint également du côté du Saguenay le collègue Abraham Santard qui travaille pour le tournoi là-bas. Ça tombe bien parce que tu vas pouvoir nous parler un peu plus tard de ce tournoi-là. Mais avant ça, je te demande comment vas-tu, comment te portes-tu? Ça va très bien, Alex. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je suis content de vous voir puis de prendre des nouvelles aussi puis d'être au Saguenay pour une semaine. Ça fait longtemps que j'ai été ici puis le tournoi c'est encore comme les dernières années. Il y a une ambiance superbe. Il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir. Ce soir, par exemple, il y a le souper des joueurs. C'est comme un petit camp de vacances pour les joueurs qui viennent ici, je dirais. Là. Ils font plein d'activités puis plein de choses. Puis c'est vraiment, vraiment gentil, comme les gens diraient, là, pour les gens du Saguenay. Et toi qui as passé quelques années au Saguenay pour étudier, tu es au courant de comment ça se passe là-bas. Quel genre d'activité est-ce qu'ils font là-bas? Je sais pas tout, mais je sais que déjà, on est à côté du club de golf ici. Des fois, ils vont faire une petite pratique de golf. Il y a sûrement des billets pour aller au Saguenay, Chicoutimi, éventuellement. D'autres activités comme ça, peut-être des offres dans la nature, parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Puis c'est sûr qu'ils vont s'amuser. Bon, écoute, tant mieux. Et autre bonne nouvelle, le collègue Nicolas Richard se joint à nous. Nico, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, mais c'est pas parce que tu es au chômage. Bien au contraire, tu as fait des articles qui ont fait jaser cette semaine. On pourra en reparler, mais d'abord, comment vas-tu, mon ami? Messieurs, salutations distinguées, ça va très, très bien, même si le sommeil a été facultatif ce week-end en raison de cette finale, non pas inattendue, mais qui quand même commençait aux petites heures du matin, donc je suis content d'être là, les gars. On est toujours content de t'avoir, mon cher Nico, mais peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être revenir sur l'article que tu as publié la semaine passée. Ça fait quand même jaser, peut-être nous résumer cet article-là et quels ont été les échos de cet article-là. D'abord, là, Félix Auger-Aliassime, qui est toujours d'une pertinence et d'une générosité en entrevue, ça c'est d'une part des choses. Il a quand même été libéré, il s'est relâché. Tu sais, Félix, depuis quelques années, est très politiquement correct et c'est parfait ainsi. Je pense que c'est sa marque de commerce de dire les choses comme elles doivent être dites. Mais je pense que pour la première fois, c'est venu le chercher intrinsèquement cette manière dont l'ATP et les instances, notamment de la Coupe Davis, gèrent le calendrier. On en a parlé, si ce n'est pas 1 million de fois ici au podcast, à quel point les joueurs et les joueuses doivent faire face à des contraintes presque inhumaines de jouer chaque semaine dans différents pays, dans différents tournois, dans différentes surfaces, notamment dans une saison où il y avait les Jeux olympiques également qui venaient un peu bousculer le calendrier et les horaires. Et là, Félix l'a souligné pendant mon entrevue. Oui, bon, il fera l'absence sur la Coupe Davis pour ses œuvres caritatives au Togo, qu'il fait presque chaque année, mais aussi et surtout pour envoyer un message à l'ATP que si les choses ne changent pas, c'est peut-être plusieurs joueurs qui vont commencer à snobber les compétitions internationales de fin d'année parce que, aussi simple que cela puisse paraître, c'est pas sain pour leur corps, c'est pas sain pour leur mental et leur préparation. Donc, en résumé, c'est à peu près ça. Le calendrier, on en parle presque à chaque 3 semaines, là, à chaque mois ou presque. Là,
Le problème du calendrier, Hugues, puis c'est un peu l'argument dont on parle à chaque fois, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution dans le contexte actuel. Ouais. Les joueurs font leur propre calendrier, mais les tournois ont leurs propres intérêts, les joueurs ont leurs propres intérêts. En même temps, bon, s'il y a une course au point, ben, tu as peut-être un joueur qui va avoir intérêt à jouer plus de tournois. Enfin, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Ben oui, il y a plusieurs forces en présence dans cette discussion-là. Puis un sujet d'actualité, ben, c'est la nouvelle numéro 1 du côté féminin, Sabalenka, qui arrive à cette place-là justement en vertu d'une sanction contre Swiatek, qui n'a pas joué suffisamment de WTA 500. Donc, c'est un bon exemple. Elle a fait un choix délibéré parce qu'elle savait que Sabalenka se rapprochait vraiment d'elle, de ne pas être en action une partie de l'année. Puis bon, on ne sait pas ce qui s'en vient exactement pour le reste de l'année, mais ça, c'est un bon exemple. Puis effectivement, les joueurs, on le sait, dans leur priorité, généralement, vont mettre en haut de la liste les grands chelems. Après, les tournois qui rapportent le plus de points, les tournois qui rapportent le plus de bourses. On va parler du Six Slam King un petit peu plus tard, parce qu'ils font en parler aussi. Qui est allé pour jouer, qui est allé pour prendre un chèque, parce que la question se pose. Et on sait que physiquement, mentalement, depuis longtemps, les joueurs et joueuses vont aller généralement sur un calendrier entre 20 et 30 tournois. C'est pas vraiment gérable. Là, quand tu dépasses les 25, 26, 28 tournois, ça devient compliqué. Donc, effectivement, la pression qui est mise sur les joueurs et sur les joueuses d'un calendrier qui, ma foi, dure 12 mois, si on rajoute les finales ATP, WTA, finale Coupe Davis, Billie Jean King Cup, plus une année olympique, comme tu l'as dit, ça devient risqué. Puis Félix, pour boucler la boucle sur le très bon papier de Nicolas, Félix ne voulait pas revivre en 2025 ce qu'il a vécu en 2023. Donc, ce qui s'est imposé en 2022, ça l'a affecté toute l'année 2023. Donc, il l'a appris. Mais effectivement, pour les circuits, ça pose une question. C'est quoi un rythme qui est gérable? C'est quoi un rythme financièrement qui fait du sens pour les circuits, pour les tournois et pour les joueurs? Parce qu'il y a quelque chose qui va lâcher à un moment donné. Les nombreuses sorties qu'on a vues cette année de joueurs quand même de très haut niveau, là, je pense à Swiatek, je pense à Félix notamment, c'est signe qu'il y a des réformes qui vont devoir être envisagées plus tôt que tard. Puis, tu sais, les gars aussi, il ne faut pas oublier que j'ai quand même reçu beaucoup de réactions par rapport à ce papier-là. Puis il y a beaucoup de gens qui comprennent peut-être un peu moins l'univers tennistique ou du moins qui sont un peu plus à l'extérieur, qui regardent ça avec un pas de recul. Mais il faut comprendre, puis les joueurs ne sont pas à prendre en pitié. Loin de là, il y a bien d'autres personnes sur la Terre qui ont ce besoin d'attention et de pitié. C'est vrai pour le top 100, mettons. Hein? Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que pour des vedettes comme Félix Auger-Aliassime, les autres joueurs canadiens, les gars, vous le savez, une fois par année, on reçoit l'Omnium Banque Nationale et on en sort exténué. Donc, imaginez les joueurs et les joueuses qui, à chaque semaine, doivent réapprendre à dormir dans un nouvel hôtel, le voyagement, la charge physique, la charge médiatique. C'est un cirque. Sylvain Bruno en a souvent parlé. Les joueurs et les joueuses sont attirés, demandés par une tonne d'instances chaque semaine. C'est un éternel recommencement. Et à travers ça, les joueurs et les joueuses doivent jouer au tennis et gagner des matchs. Donc oui, peut-être qu'à première vue, c'est peut-être une manière que certains diraient que c'est un peu bébé lala, mais ultimement, c'est vrai que c'est usant ce calendrier de l'ATP pour les joueurs. Oui, mais en même temps, c'est eux qui font leur calendrier. Est-ce qu'eux autres sont prisonniers du système de pointage? Peut-être. Est-ce qu'il faudrait revoir la façon de voir les pointages ou, tu sais, je ne sais pas, est-ce que tu dis, d'accord, il y a juste 10 tournois dans l'année pour lesquels tes points comptent. Tu sais, je ne sais pas. Les 10 meilleurs tournois, tes points comptent. Est-ce que ce serait une façon de le faire? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas c'est quoi la solution en ce moment. Puis pour les joueurs de plus bas niveau à l'extérieur du top 100, ils ont besoin d'aller chercher ces points-là, d'aller jouer. Des fois, il y a des demandes d'apparition minimum pour des commanditaires également. Fait que je ne sais pas. Hugues, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est que par contre, par les contrats que les joueurs signent aussi avec leurs agents, avec leurs commanditaires, il y a des responsabilités qui viennent guider aussi leur saison. Donc, Swiatek, en abdiquant le numéro 1, il y a peut-être une conséquence ou peut-être pas. Je ne sais pas comment son contrat est construit, mais c'est certain que ça vient affecter aussi. Donc, ils
sont pas 100% libres de faire ce qu'ils veulent. Je vais le dire comme ça. Ce qui fait que des engagements vont devoir être pris. Il va y avoir des présences qui vont être un peu tièdes parce qu'ils n'ont pas envie d'y être, ils sont plus capables, ils sont fatigués. Cette année, c'est le Canada qui va en souffrir pour la Coupe Davis aussi, parce qu'on était avec une année où on se disait, puis je le pense encore, qu'on peut gagner cette année. Évidemment, sans notre numéro 1, ça devient plus compliqué, bien qu'on a encore une très bonne équipe. Mais encore une fois, il y a un arbitrage qui a été fait. Est-ce que le Canada aurait pu contraindre Félix ou pas? C'est quoi les conséquences? Donc, c'est pas un sujet qui repose seulement sur les épaules du joueur. C'est ça mon point. Ben non, ça c'est sûr à 100%. Enfin, Abraham, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Tu n'es pas souvent sur le show, mais tu es quand même un gars qui suit autant le tennis que toutes nous. Ben, je pense que ça s'en vient compliqué. À la base, le système de pointage, c'est que tu défends toujours tes points de l'année passée. Ouais. Fait que là, si on veut révolutionner ce mode-là, en ayant un nouveau calendrier peut-être moins chargé, puis tout ça, ça devient tellement compliqué. Puis c'est sûr qu'il y a des gagnants puis des perdants à ça. Ouais. Donc, c'est très complexe comme sujet. Puis si je peux avoir un exemple relié au Saguenay, le tournoi, c'est un W75 plus H. Ça, c'est que l'hôtel puis tout ça, c'est offert aux joueurs déjà. Fait que, il y a des initiatives de l'ITF puis des plus bas circuits pour un petit peu alléger la charge pour les joueuses puis les joueurs. Donc, ça avance, mais est-ce que c'est assez? Je pense que ce ne sera jamais assez. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un un jour qui va nous arriver avec une solution à laquelle personne n'a pensé. Ouais, mais, il y a cette discussion-là qui a lieu dans le contexte aussi de la percée de l'Arabie Saoudite sur le circuit, pour peut-être créer un nouveau circuit Premier, disons-le comme ça, là, avec seulement les top 50, avec un nombre de tournois X. Mais qu'est-ce qui arrive après des niveaux en dessous? Comment on progresse vers le premier circuit? Mais c'est certain qu'il va y avoir des bouleversements qui vont qui vont avoir des répercussions sur la façon dont le calendrier est géré, parce qu'il y a beaucoup de tiraillements en ce moment. Puis encore une fois, ça revient, on veut que les joueurs soient bien, soient heureux, performent. Puis encore une fois, je ne les prends pas en pitié, mais on le dit souvent, un joueur classé ou joueuse en bas de la 100e place mondiale, c'est compliqué faire une année complète sur le circuit pour en retirer un petit profit en fin d'année. Donc, il va y avoir des choses qui vont se passer. Comme on dit en anglais, something's gotta give en ce moment. Ouais. Mais en même temps, c'est dur, je trouve, de voir une avenue dans laquelle on change le calendrier dans la mesure où c'est impossible pour moi, si tu es l'ATP, de dire à, je ne sais pas, Indian Wells ou à Paris, au Masters 1000, ça n'arrivera plus. Ou de dire à Rio ou à Barcelone, il n'y aura plus de 500 cette année. Tu sais. Ouais. Donc, on est comme pris dans un carcan où on ne peut pas diminuer la charge tant que ça. Tu sais. Sinon, c'est sûr qu'il y aura des heureux, il y aura des malheureux. Mais je pense que c'est de restructurer ça. Puis juste pour finir sur la Coupe Davis, on en a déjà évoqué ici la solution, des fois, à l'émission de Félix l'a mentionné aussi. Est-ce qu'on pourrait remanier le format de la Coupe Davis, faire l'événement une fois aux 2 ans, aux 3 ans, pour que ça devienne plus spécial et que lorsque ça arrive, l'année où c'est prévu, Félix, Alcaraz, Sinner, se dire j'ai pas le choix d'y aller tellement c'est un événement spécial. Est-ce qu'elle est plus par là, la solution? Bien, pour les joueurs, oui. Pour les organisations, non. Parce que l'ITF va dire, attends une minute, là, moi, la Coupe Davis, c'est une source de revenus pour moi là, à chaque année. Là. Fait que puis, là, les joueurs vont dire, OK, mais puis l'ATP l'ATP serait peut-être bien content là, de ne pas avoir la Coupe Davis dans les pattes. Mais l'ITF va dire, attends une minute, là, ça ne marchera pas comme ça. Puis ça serait la même chose pour la Billie Jean King. Fait que tu as comme des intérêts qui sont contradictoires par rapport à ce sujet-là spécifique. Enfin, Nico, excellent article, une fois de plus. Honnêtement, c'est pour ça qu'on t'a recruté dans l'équipe parce qu'on savait que tu étais un talentueux journaliste et qui va aux sources. Et pareil, on est très content de t'avoir avec nous cette semaine. Parlant de Félix Auger-Aliassime, on va parler d'un peu de tennis canadien parce qu'il y avait pas mal d'actualités cette semaine dans le cadre de l'actualité du tennis canadien, Tennis Giants. Il y avait beaucoup de choses cette semaine qu'on surveillait. Il y avait un tournoi à Winnipeg, il y avait un tournoi à Calgary et on surveillait également Gabriel Diallo qui, en milieu de semaine, a commencé à nous exciter parce qu'il gagnait, continuait de gagner et s'est rendu jusqu'en finale, mon cher Hugues, dans un tournoi 2,50 à Almaty.
Ouais, au Kazakhstan, semaine à marquer d'une pierre blanche pour Gabriel Diallo. Il fait son entrée de façon solide dans le top 100 avec une 87e position ce matin. Il gagne 31 places cette semaine. Progression constante de Gabriel. Quelle année! Écoute, incroyable. J'ai bien hâte au bilan. On va essayer de l'avoir avec nous là, en fin de saison, Gabriel. Il vient souvent faire un tour dans les bureaux de Tennis Montréal en fin de saison. Là. On prendra du temps avec lui. Mais bon, après son troisième tour au US Open. N'oublions pas qu'il était passé par les qualifications. Il a joué 6 matchs au US Open. Et là, il se retrouve en finale d'un ATP 250, sa première finale. Et il bat quand même sur sa route Coric, Tabilo, Cerundolo avant de faire un 3-7 à Khachanov en finale. Wow! Moi, j'ai été vraiment impressionné par Gabriel la semaine dernière. On sent qu'il continue de progresser. Dans nos échanges, on se disait aussi, et en plus, il reste une marge de progression dans son jeu au niveau technique et tactique. Un grand gaillard comme ça, 6 pieds 8, gros service, grosse première balle, aurait intérêt à aller au filet plus souvent, à bien conclure au filet. Son deuxième service est encore perfectible, mais ma foi, sa progression est vraiment impressionnante et je pense qu'il y a encore une bonne marge de manœuvre, Gabriel. Maintenant, il joue des gars top 20, top 30 de façon très serrée ou avec des victoires. Fait qu'on voit où il se situe en ce moment. Super semaine pour Gabriel. Et il y a quelque chose que tu as dit dans son parcours que je pense qu'il ne faut pas prendre à la légère. Sa victoire contre Tabilo. Tabilo connaît la saison de sa carrière. Ouais. Il a 2 titres en carrière, 2 titres cette année. Il en a gagné un à Aix-en-Provence, qui est un challenger qui est quand même, de façon générale, assez fort dans la saison. Ouais. Et il va gagner contre ce gars-là qui était 19e mondial au mois de juillet. Là, présentement, il est 21. Alors, c'est une grosse victoire pour Gabriel Diallo, et le fait de se rendre en finale et de faire un 3-7 à Khachanov, c'est quand même spectaculaire. Nico, est-ce que c'est la meilleure nouvelle qu'on ne pouvait pas avoir en prévision de la Coupe Davis avec l'absence d'un gars comme Félix Auger-Aliassime? Ben oui, et aussi dans la mesure où, disons les choses comme elles sont, l'année 2024 pour le tennis canadien n'a pas été la plus réussie. Là. On n'a pas eu, en fait, aucun titre, très peu de finales. On a eu Félix qui a quand même ramené une médaille de bronze pour le Canada aux Jeux olympiques, mais outre ça, Gabriel Diallo s'affiche comme étant une source d'espoir pour le tennis canadien. Et puis Alex, tu l'as parlé, puis c'est très bien dit, parce que en vue de la Coupe Davis, il sera, je pense, l'élément qui pourrait faire pencher la balance. Là. Il arrive avec confiance, avec une assurance et avec la conviction de pouvoir jouer et battre certains des meilleurs joueurs sur la planète. Donc oui, semaine réussie à 100% pour Gabriel Diallo. Abraham, commentaire? Ben oui, puis je pense que dans ce que Hugues a dit tantôt, il y a quoi d'intéressant, c'est la progression parce que Gabriel fait juste augmenter avec les années en ce moment. 2022 était sur la NCAA, gagne Granby. 2023, début professionnel, on y va lentement. Puis 2024, encore des qualifications au Grand Chelem. Puis finalement, une finale d'un ATP 250. Ça fait juste monter en ce moment. Puis là, il est rendu 87e mondial. Ça veut dire porte d'entrée dans les Grands Chelems quasiment. Ça donne beaucoup. Là. C'est très significatif. Puis c'est sûr que c'était dans les objectifs de Gabriel au début de l'année. Puis là, et on coche une case. Là. Bon, on en a parlé dans l'épisode de la semaine passée. C'est-à-dire qu'on voyait peut-être Gabriel Diallo, en fonction de sa fin de saison, être du tableau principal en Australie. Il a ses chances pas à peu près. Là. Ouais, c'est fait. Pour moi, c'est fait. Là. Je pense, en tout cas, des fois... Je ne suis pas sûr du deadline, mais ça devrait être bon. Ben, en fait, ça doit être début janvier, là, une semaine ou deux. Il n'y a pas beaucoup de points à défendre d'ici là. Ça va. Exact. Alors, ça, je pense que c'est bien intéressant dans le cas de Gabriel Diallo. C'est Khachanov qui a remporté ce tournoi-là. C'est quand même pas banal, là, Khachanov, parce que c'est quand même un joueur qui, dans les dernières années, a connu un certain succès. Il a déjà connu pas mal de succès à Montréal, ici même. C'est un 7e titre pour Khachanov en carrière et un 2e cette année. Il avait remporté Doha un peu plus tôt cette année et il est présentement classé 23e mondial. Alors, c'est dire pour l'instant que Gabriel Diallo joue pour l'essentiel comme un top 30. Alors, c'est bien rassurant pour la Coupe Davis qui s'en vient. Autre tournoi qui se jouait et dont on a, et par on, j'entends le Canada, également gagné un titre. C'était du côté de Winnipeg, Hugues, et c'est Rebecca Marino qui est allée chercher un autre titre en Challenger.
Ouais, Rebecca Marino ne cesse de m'impressionner. Tu sais, Alex, on a pu la côtoyer ensemble lors de ces deux l'an passé pour l'avenue de Billie Jean King. Rebecca avec une carrière en 2 temps, on le sait, mais moi, sa volonté de jouer, de performer au niveau de l'équipe nationale en Billie Jean King Cup, au niveau Challenger, puis de rentrer dans des tableaux de Grand Chelem, encore une fois, faire un tour ou deux, c'est tout à fait admirable. Moi, c'est une fin de carrière, mais qui s'étire pour notre grand plaisir. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup voir jouer Rebecca Marino. J'aimerais avoir son service en passant. Hommes et femmes confondus, c'est un des plus beaux services que j'ai vus, le service de Rebecca Marino. Et je ne peux pas faire autrement que dire what if? Si elle n'avait pas arrêté après sa première phase, c'est une fille qui aurait pu être top 20, top 10. Elle avait beaucoup, beaucoup de possibilités, mais il faut être admiratif de ce qu'elle a réussi à faire à son âge maintenant en fin de carrière et de gagner des tournois encore. Ben voilà, et ne serait-ce que d'apprécier sa passion pour le jeu dans le cas de Rebecca Marino, tu sais, on la connaît son histoire, elle a une histoire qui est absolument exceptionnelle et qu'elle soit encore en train de frapper des balles, même si ce n'est pas au plus haut niveau, et de toute façon, au plus haut niveau, je veux dire, le niveau Challenger, là, c'est du très, très haut niveau. Oui. Souvent, si c'était du hockey, ce serait l'équivalent d'être dans la Ligue nationale quand même. Là. C'est juste en raison des classements là, qu'on appelle ça une espèce de niveau inférieur, là, mais il y a 700 joueurs dans la Ligue nationale. Quand tu es classé autour de la 150e place mondiale, là, tu jouerais dans la Ligue nationale de hockey et tu ferais des millions de dollars par année. Alors, c'est une belle victoire pour Rebecca Marino. Je disais, c'est un autre titre cette année pour elle et c'est un 11e titre ITF quand même pour elle. Et puis, écoute, elle se rapproche quand même du top 100 mondial parce qu'elle est présentement 116e mondial. Elle s'en va jouer à Tampico, elle, son prochain tournoi. Alors, on va la surveiller. Elle aurait pu passer du côté du Saguenay. Et justement, non, avant d'aller du côté de Saguenay, on va aller sur les résultats de la semaine passée du côté de Calgary. On en a glissé un mot, mon cher Hugues, la semaine passée parce qu'on regardait le match en prévision de Alexis Galarneau et Vachek Pospisil. Et c'est finalement Alexis qui a battu Vachek. Je ne sais pas, Abraham, est-ce que tu veux commenter ce match-là, toi qui suis beaucoup ces tournois-là, là, une belle victoire quand même de ton côté, mon cher Abraham. OK, là, c'est mieux. Ouais, Alexis qui a fait les quarts de finale et qui a battu notamment Vachek Pospisil dans son parcours. Mais ça, c'est le genre de match qu'on voit souvent récemment dans le circuit Challenger, Pospisil, qu'on ne sait jamais. Est-ce que c'est sa dernière année? Combien de temps est-ce qu'il va durer encore? Puis un duel contre un Canadien comme Galarneau, encore une fois, c'est toujours intéressant. Puis de voir que Galarneau a pu l'emporter, ça peut lui donner du momentum. Puis un bon quart de finale à Calgary, on dit pas non. Puis là-bas, pour avoir vu les réseaux sociaux à Calgary, c'était quand même assez festif. Les champions, ils portaient des chapeaux de rodéo, dont Marino. Là, c'était à Calgary et pas à Winnipeg. Winnipeg qui est un tournoi durant l'été. Ça va l'air d'une belle ambiance. Puis si ça peut redonner plus de bons résultats à Alexis puis une petite lancée, ce serait bon parce que Drummondville, ça s'en vient vite. Donc, c'est intéressant. Et Alexis a perdu contre le champion en titre, le champion, l'éventuel champion, en 3 manches, d'écouter ça, 6-7, 7-6, 7-6. C'est 3-7 à 7-6. C'était à ça de passer. Qui sait ce qui serait arrivé si c'était le cas? Je pense que c'est quand même beaucoup de positifs dans le cas d'Alexis Galarneau pour ce tournoi-là. Mentionnons également Liam Draxl, lui qui s'est rendu jusqu'en demi-finale et qui aura battu Bernard Tomic au premier tour. Vous me direz, Bernard Tomic, ce n'est plus quand même le Bernard Tomic de la belle époque, mais il reste que c'est quand même une belle victoire. Absolument. Absolument. On peut encore une fois qu'être admiratif. Tomic, c'est toujours un joueur compliqué à jouer, un peu dans la lignée des Nick Kyrgios avec moins de succès quand même, là, mais c'est quand même une victoire importante. La comparaison elle est intéressante, celle d'un, c'est aussi un Australien. Ouais. Mais c'est vrai que beaucoup de monde attendait beaucoup de choses de Bernard Tomic. Oui. Je pense que ça va être bizarre, je pense, que ce que je vais dire, mais il aura eu peut-être une carrière encore plus tumultueuse, peut-être à l'extérieur du terrain que celle de Nick Kyrgios. Ouais.
Peut-être que Nicky Rose était juste beaucoup plus talentueux. C'est Cassone est l'Américain qui a gagné ce tournoi-là. Il y a quand même beaucoup de Canadiens dans le tableau principal. Alors, c'est une bonne performance pour Draxl et Alexis Galarneau. Alexis Galarneau, c'est une défaite honorable en quart de finale contre le champion éventuel du tournoi. Bon, là, je vais me diriger vers toi avant d'aller à la pause, Abraham, parce que je veux que tu me parles du tournoi de Saguenay. On en a glissé un mot rapidement des joueurs qui étaient là et joueuses, surtout des joueuses, parce qu'il y a pas beaucoup de joueurs. Les joueuses qui étaient là. Il y a Carson Branstein, notamment Stacey Funk. Fais-nous un peu un portrait là, du tableau là-bas et à quoi tu t'attends comme tournoi. Parfait. Ben écoute, je vais me lancer. Là, on a quand même plusieurs Canadiennes. La meilleure classée, c'est Catherine Sebov qui a gagné le tournoi l'an passé puis qui a gagné aussi en 2018. Donc, elle est en terrain connu, on va dire. Elle est arrivée hier puis elle s'est pratiquée. Sinon, on a Carson Branstein qui est 8e tête de série. Il y a Ariane Arsenault, Kayla Cross, Anna Gribor, Nadia Lagaev et Emma Dong. Toutes des Canadiennes qui peuvent juste s'améliorer ici, en fait. Puis le résultat qu'il va donner, selon moi, Sebov est très motivée parce qu'elle avait eu un très bon début de saison. Là, ça s'est un petit peu ralenti au cours de la saison. Là, elle a décidé de revenir à Saguenay. Elle n'était pas à Calgary, elle n'était pas aux autres tournois canadiens, mais elle est revenue ici avec un objectif en tête, selon moi, puis c'est défendre sa couronne encore une fois pour gagner une 3e fois au Saguenay. Puis ça va être toujours un bon spectacle ici, là. C'est vraiment le fun. Ouais, Catherine Sebov, c'est une joueuse intéressante à regarder sur le terrain. C'est nommé Kayla Cross également qui est là dans le tableau. Et Ariane Arsenault, c'est quand même intéressant parce qu'elle a fait une demi-finale elle, à Edmonton il n'y a pas si longtemps. Alors, peut-être qu'elle va arriver avec un certain rythme là, en dépit de... puis aussi, Kayla Cross et Ariane Arsenault jouent ensemble en double. Arsenault avait gagné en double avec Coupresse à Granby, mais Arsenault et Kayla Cross ensemble, ils n'ont jamais perdu. Ils ont joué 2 tournois ETF à Punta Cana, puis ils ont gagné les 2 fois. Donc, on va voir. C'est intéressant, ça, Abraham. Abraham, si on veut suivre le tournoi, comment est-ce qu'on peut le faire sur les différentes plateformes? Ben oui, nous, de notre côté, avec le podcast, peut-être qu'on va faire 2-3 petites choses ici. Mais sinon, je travaille aussi avec les médias sociaux du tournoi. On est sur Facebook, Instagram. On a un site web avec un article quotidien qui sort avec des résumés des matchs, des histoires qui sont sorties. Puis on fait plein de petits contenus le fun. Puis c'est pas mal divertissant. On s'amuse beaucoup ici. Ils ont une bonne personne pour s'occuper de leurs médias sociaux. Ça, on en est content en ta personne, Abraham Santerre. Merci beaucoup pour ce résumé de ce qui va se passer du côté de Saguenay. Nous, de notre côté, on va faire une courte pause et au retour, Hugues, tu t'es entretenu avec le directeur technique de Tennis Montréal, Sébastien Prieur. Tu t'es entretenu avec lui parce qu'il a déjà travaillé avec Gabriel Diallo. Entrevue après la pause. Les cartes cadeaux Montville sont toujours une bonne idée, que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir. Passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com. Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Avec l'offre Restez plus économisé, prenez le temps et bénéficiez d'une réduction sur les séjours de 3 nuits minimum. Plus d'infos sur hotelmontville.com. On est vraiment content de recevoir ce midi Sébastien Prieur, directeur technique à Tennis Montréal, pour nous parler de Gabriel Diallo. Gabriel a fait ses premières armes ici à Tennis Montréal Excellence, au Stade IGA. On sait qu'il habitait Villeray, tout près ici. Et c'était sa première fenêtre dans le tennis organisé, compétitif et tout ça. Bienvenue, Sébastien. Merci. Content de te recevoir. Une étape importante a été franchie par Gabriel la semaine dernière. Il rentre de façon solide dans le top 100 avec une 87e position ce matin au classement. Il a gagné 31 positions durant le tournoi dans lequel il a fait la finale la semaine dernière. Est-ce que tu es surpris de ces résultats et de cette progression de Gabriel depuis un an? Pas tellement, non. Avec la continuité qu'il y avait tout au long de l'année, moi, j'avais prédit qu'il faisait le top 100 d'ici la fin de l'année 2024. Je pense qu'avec le ratio victoire-défaite, avec les bonnes défaites qu'il y a eu aussi, puis le travail qu'il fait avec Martin Laurando, je trouve que le fit, comme on dit, avec Martin, ça se passe super bien. Sa croissance, elle est parfaite en ce moment. Fait que non, je ne suis pas tellement surpris. Je suis content et très fier, mais
pas surpris, puis je pense que ça va continuer comme ça. Il y a vraiment un profil pour pouvoir développer ça, puis se rendre encore dans le top 50. Parle-nous de son passage ici à Tennis Montréal Excellence. Entre 5 ans et 12 ans, tu l'as vu faire ses premières armes en compétition. Qu'est-ce qu'on voyait de Gabriel à cette époque-là? Est-ce que c'était envisageable qu'il ait autant de succès au niveau de son parcours junior, amateur, professionnel, universitaire? On voyait quoi au début avec Gabriel? Ouais. Quand on a détecté Gabriel qui venait des parcs de Tennis Montréal, puis qui est venu faire l'évaluation à Tennis Montréal Excellence, il avait 5 ans, donc il était tout jeune, donc c'était un enfant, mais rapidement, Gabriel était animé par le fait de compétitionner. Fait que quand on amenait les jeunes à faire des petites compétitions, soit avec le tennis ou avec n'importe quel jeu, il voulait toujours finir le premier puis gagner. Alors, il y avait déjà cette fibre-là. Je pense que toutes les étapes ont été faites très relax. Gabriel, c'était pas le meilleur joueur de sa catégorie. C'était dans les forts, la moyenne forte, comme on dit. Mm-hmm. Puis, travaillait comme un adolescent qui grandit vite, mais il y avait surtout il y avait surtout le caractère de compétitionner. Alors, en entraînement, des fois, c'était un petit peu plus difficile, mais aussitôt qu'on mettait un enjeu de points ou un enjeu de compétition, là, on voyait vraiment Gabriel vraiment s'animer. Mm-hmm. Puis, avec les blessures aussi, parce que Gabriel a grandi rapidement à partir de l'âge de, je pense, sa croissance a toujours été là, mais rapidement, il était très grand, il était plus grand que moi à l'âge de 12 ans, il me dépassait déjà de ça. Donc, il y a eu des problèmes avec ses genoux, là, je pense que c'est connu avec les Osgood, entre autres, mais bon, ça commençait à atteindre les plaques de croissance, puis il y a eu des pauses qui ont dû être faites. Alors, ouais. Puis je pense que, tu sais, les valeurs familiales avec les parents aussi, ça a toujours été très groundé. Oui, il y avait le tennis, mais la partie éducation était très importante pour ses parents. Puis c'est pour ça qu'on remarque que ce jeune-là a de la suite dans les idées. C'est un petit garçon réfléchi, il a beaucoup de connaissances. Déjà, en jeune âge, c'était très valorisé comme valeur familiale. Je voulais t'en parler justement. On a remarqué lors de la cérémonie de remise des trophées qu'il a dit quelques mots en russe qui a fait plaisir à la foule, évidemment, du Kazakhstan hier et qui a surpris beaucoup de personnes. Donc, on voit que Gabriel, c'est un garçon polyglotte, éduqué. Donc, à quel point son entourage avait ce type d'influence sur lui. On voit qu'il est très terre-à-terre, aussi très calme, très humble. Parle-nous un peu de son entourage. C'est comme je dis, ses parents, c'est deux, une mère russe, un père africain. Déjà là, c'est les contraires. Je trouve qu'il y avait une belle couleur à ce niveau-là. Son père était un homme très réfléchi avec des super valeurs très profondes, mais tellement groundé. Puis sa mère aussi, c'était très... je ne suis pas surpris qu'il ait parlé en russe à la maison avec sa maman. Irina était c'est une femme très, très forte, très bien éduquée aussi. Les deux parents étaient très, très bien éduqués. Alors, je ne suis pas surpris. Je ne connaissais pas toute cette facette-là de Gabriel au niveau de l'éducation, puis au niveau de de lire autant de livres par semaine, puis d'être aussi intellectuel dans sa démarche. Mais en même temps, je ne suis pas très surpris non plus à connaître les parents. C'est intéressant de voir son parcours. Hein. Évidemment, il a fait son diplôme à l'Université du Kentucky en NCAA. Il a très bien aussi joué et performé pour l'équipe. Donc, il devient pro dans 2022, en fait, à temps plein. Et je pense que c'est un parcours idéal qui doit inspirer beaucoup de jeunes. Je pense que ça va devenir un peu le modèle parce que si le tennis ne fonctionne pas, il sort avec un diplôme en finance quand même de l'Université du Kentucky. Donc, je pense que c'est vraiment important de regarder ce genre de parcours. Je pense que le fait d'avoir été dans la moyenne forte que je disais tantôt a fait en sorte que Gabriel a dû continuer de travailler même à l'université. Puis c'était clair que les parents allaient obliger Gabriel à aller à l'université avant de faire le saut vers les pros. Mais à l'université, c'était pas gagné d'avance. Il a fallu qu'il continue de travailler. Dans sa maturité et aussi se développer comme athlète qui grandit si vite. Puis quand on regarde Gabriel encore une fois sur le terrain bouger de cette façon-là pour un 6 pieds 8, c'est quand même impressionnant.
n'a pas tant de blessures que ça. Alors, je pense que c'était très important pour les parents qui aillent à l'université puis finissent son université. Ouais. Je pense que c'est là que ça s'est passé. C'était à l'université où il a commencé à croire en lui. Puis moi, ce que j'ai entendu, c'est que ses collègues qui ont donné la tape dans le dos. En fait, là, Gab, t'es meilleur que nous tous. Si là, go, vas-y, t'es capable. Je pense que c'est cette tape-là qui lui a fait, qui a donné le saut puis la capacité d'y croire, surtout. En tout cas, c'est beau de le voir aller en ce moment. On croit beaucoup en lui. On est très fiers aussi. Puis Ouais. je te félicite pour le travail qui a été fait dans ces premières années-là avec l'équipe à Tennis Montréal Excellence. Puis on va le suivre de très près cette année. Il va sûrement rentrer dans le tableau de l'Open d'Australie directement avec sa position de 87. Donc, c'est une nouvelle vie aussi qui commence pour Gabriel, sûrement en 2025. Ouais. Sébastien Prieur, merci beaucoup. À bientôt. Merci, Hugues. Merci. Salut. Merci. Merci encore une fois à Sébastien Prieur et à ton entrevue, Hugues Léger. C'était particulièrement intéressant. De notre côté, on va faire une dernière pause et au retour, on va parler de ce qui s'est passé du côté des Émirats alors qu'on a eu droit à un duel entre Novak Djokovic et Rafael Nadal et Sabalenka également, qui est rendu numéro 1 mondial. On en parle après la pause. Les cartes cadeaux Montville sont toujours une bonne idée, que ce soit pour offrir à un ami, à de la famille ou pour vous faire plaisir. Passez à l'action et achetez dès maintenant votre carte cadeau sur hotelmontville.com. Si vous planifiez une escapade hivernale à Montréal, ne passez pas à côté d'un séjour inoubliable à l'Hôtel Montville. Avec l'offre Restez plus économisée, prenez le temps et bénéficiez d'une réduction sur les séjours de 3 nuits minimum. Plus d'infos sur hotelmontville.com. De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Vous pouvez nous trouver également sur les plateformes de Cogeco, TVA Sport également. On a une version télévisuelle. On aura d'ailleurs notre traditionnel résumé de l'année avec nos commentaires d'ici la fin de la saison qui sera présenté sans doute à TVA Sport et également à Cogeco. On fait toujours un gros épisode. On va essayer de vous en donner pour votre argent également. Bon, on a parlé beaucoup d'actualité du tennis canadien dans les 2 premiers blocs. Il y avait quand même de l'action et on a eu droit, Hugues, à un affrontement Djokovic-Nadal. As-tu été satisfait par ce dernier affrontement entre ces deux légendes? Oui, c'était, mon Dieu, encore une fois, Six Kings Slam, on va en parler plus en détail. C'est un tournoi exhibition quand même, avec 5 gagnants de Grand Chelem ou de multiples Grand Chelem et Holger Rune, j'ai envie de dire à la blague. Mais bon, d'avoir eu l'occasion de voir Djokovic et Nadal sur un même terrain, de voir Nadal honoré avec cette belle raquette en or qui lui a été remis, de récolter 1,5 million US en passant, ça valait le coup. Puis un bel hommage de Djokovic aussi. C'était quand même un plaisir de les voir jouer ensemble, mais ce n'était pas une grande compétition en soi, mais encore une fois, de voir ces 2 joueurs d'exception sur le terrain ensemble, c'est toujours du bonheur. Yannick Sinner qui a remporté cette finale-là disputée contre Carlos Alcaraz en 3 manches. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose? Est-ce que ces matchs d'exhibition-là, Hugues, sont aussi faciles à juger? Est-ce que tu as l'impression qu'il faut le voir comme une compétition importante? Est-ce que les gars ont tout donné? C'est un peu ça ma question. Il faut surtout le voir comme un autre jalon dans l'incursion d'Arabie Saoudite dans le tennis. On sait que les finales de la WTA ont lieu aussi à Riyad. On sait que les finales d'Annex Gen seront à Jeddah. On a remis la plus grosse bourse de l'histoire du tennis, 6 millions de dollars US remis à Sina. Les gars, et pour notre audience, c'est l'équivalent de la bourse du gagnant de Roland Garros et Wimbledon combiné, 6 millions. Juste pour vous dire là, ce qui déroule en ce moment. Donc, cette incursion va se poursuivre. Il y aura d'autres tournois qui seront disputés en Arabie Saoudite. Donc, je pense que c'était un statement. Hein, c'était un moment important pour dire voilà comment on fait les choses chez nous. Et les 5 gagnants de Grand Chelem et Holger Rune n'ont sûrement pas hésité très longtemps à y aller. Un gars comme Medvedev ne fait que passer. Rune aussi ont pris le chèque d'1,5 million et sont repartis en souriant. Donc, c'est surtout un élément politique, je dirais, dans l'évolution du tennis et du calendrier du tennis dont on parlait plus tôt, avec un nouveau joueur incontournable. Nico, tu vois ça comment, toi, ce genre de compétition-là? Je suis partagé entre le principe et le spectacle.
C'est-à-dire que vous les avez nommés les joueurs qui étaient présents, c'est pas de la petite gomme, là. C'est Non. parmi les meilleurs au monde. C'est Et de voir Sinner Alcaraz s'affronter, je vais le prendre pendant 25 ans s'il Oui. faut. Après, puis je ne veux pas me répéter parce qu'on en a parlé régulièrement ici, c'est dans un pays particulier qui attire la lumière pour différentes raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais quand même, c'est une voie d'évitement, c'est une voie de contournement pour offrir un divertissement qui est différent. A-t-on été diverti? Oui. Est-ce que j'ai quand même des réserves? Oui. OK. Je vais pousser le raisonnement plus loin. Abraham, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Ben, ce que j'ajouterais, c'est qu'on a joué en Chine, là, on joue en Arabie Saoudite, il y a des finales de la WTA là-bas. On se dirige là, puis je pense pas qu'on peut l'empêcher. C'est intéressant. Faut dire aussi, tu sais, Rafael Nadal avait accepté un genre de poste ambassadeur pour, je ne sais pas si c'est pour ce genre d'événement-là, mais pour, promouvoir le tennis dans les pays arabes. Je pense que je peux le dire de cette façon-là. Je ne sais pas. Est-ce qu'on manque une belle opportunité de mettre notre pied à terre d'une certaine manière sur les droits humains? Ou est-ce que, comme c'était le cas pour le côté féminin, on se disait, c'est peut-être une opportunité de changer les choses de l'intérieur. Je ne sais pas, Hugues, est-ce que ton opinion a changé là-dessus? Ben non, moi je suis toujours très près de la réalité. La réalité, c'est que la WTA souffre au niveau financier année après année, un bilan négatif, 2 finales catastrophiques organisées du côté de l'Amérique et du Mexique. Les circuits ont besoin de nouvel argent et les sources de nouvel argent ne sont pas illimitées. Donc, il y a un choix qui est fait en ce moment et comme le disait Abraham, moi je pense qu'il n'y a pas de chemin de retour à ce point-ci. Oui, on va se poser les mêmes questions que pour la Coupe du Monde et tout ça. On reparle de l'affaire Peng Shuai qu'on a tendance à oublier. Il ne faut pas l'oublier. C'est toujours là au niveau de la Chine. Mais on sait que la WTA recommence à jouer plusieurs tournois en Chine. Il y avait le 1000 de Wuhan il y a 2 semaines. Des événements qui s'ajoutent au calendrier. Je pense qu'on ne va pas revenir en arrière. Ça me fait un petit pincement, hein? Puis il y a des joueurs qui vont se lever pour dire on devrait pas le faire, mais étrangement, c'est souvent des joueurs qui sont retirés du tennis, qui sont plus vieux, qui ont fait leur argent déjà. Je pense au Navratilova, je pense au McEnroe, je pense à Murray qui en a parlé un peu aussi. Donc voilà où on est rendu en 2024. Tu as parlé de l'affaire Peng Shuai et c'est drôle parce que je vous ai envoyé ça cette semaine dans notre conversation de groupe et c'est Andy Roddick qui ramenait un peu le sujet. Ouais. Je pense que je vais devenir l'agent d'Andy Roddick. On aime Andy Roddick. On l'aime. À chaque show, cette semaine, j'écoutais Andy Roddick. En vrai, que je passe plus de temps à écouter Andy Roddick que bien d'autres affaires. Ce qui est peut-être le cas, remarquez bien, mais il disait qu'il ne faudrait pas oublier l'affaire Peng Shuai. Puis je trouve que c'est comme un bon timing pour en reparler parce que, tu sais, on parle des droits humains, tout ça. Et il en parlait dans le contexte où tu as Zhang qui est présentement en train de s'hisser tranquillement parmi les meilleurs joueurs. Elle est déjà parmi les meilleurs joueurs du tennis, mais comme une des figures de proue du tennis. Elle a des résultats assez exceptionnels cette année. Et là, on parle des droits humains du côté des Émirats. On parle également, tu sais, il ne faudrait peut-être pas oublier l'affaire Peng Shuai. C'est-tu un thème qui est encore un peu dans les discussions des journalistes, Nico, tu penses? Ou est-ce qu'on l'a, je ne sais pas si oublié le bon terme, mais mis de côté? Vous savez, les gars, le cycle des nouvelles, c'est en 12 et 24 heures. Puis étant donné que c'est ni nord-américain, ni québécois, ni canadien, ici, ça n'a pas été un feu de paille, mais on en a très peu parlé. Puis je pense que du moment où l'ATP et la WTA ont pris entre gros guillemets les choses en main en disant on s'en occupe, laissez-nous aller, je pense qu'il y a bien des gens qui ont baissé leur garde. Tu as parlé d'Andy Roddick, ça faisait, je pense, 1 an et demi que je n'avais pas entendu le nom de Peng Shuai, parce que personne n'en parle, parce que ça arrive dans une société, ou du moins dans un pays, avec lequel on ne veut pas trop se mêler. Donc après,
Si c'était arrivé, bon, ce ne serait pas arrivé nécessairement ici dans un monde occidental, aux États-Unis, par exemple, au Canada, là, je pense qu'il y aurait eu des vies de bouclier bien avant. Mais oui, je pense que clairement, pour répondre à ta question, on a oublié Peng Shuai. Intéressant. C'est intéressant, pas intéressant qu'on l'ait oublié, mais que tu donnes le point de vue honnête là-dessus. Je ne sais pas, Hugues, c'est parce que, puis même l'année passée, je me souviens de certains commentaires de Coco Gauff qui étaient comme moi, il y a des affaires qui ne sont pas claires encore là-dedans. Puis tu sais, l'espèce j'ai appelé le terme anglo, le photo-op qu'on a eu de elle avec des jeunes qui jouent au tennis, ça a convaincu personne. Tu sais. D'accord. Je veux dire, je comprends, OK, parfait, elle est en vie. C'est ça qu'on savait, tu sais. Fait que et puis, tu sais, ça relance quasiment la question de dire, est-ce qu'on n'a pas manqué de dire, je sais pas, c'est une question money talks, I guess, mais je trouve ça triste qu'une fille ait disparu pendant des mois, puis qu'on a fait comme, on va le mettre en dessous du tapis, puis on n'en parlera pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt asiatique. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser là-dessus. Je pensais pas qu'on allait en parler autant, puis je pensais pas que j'allais... Alex et les gars, je pense que le seul élément qui parle vraiment, c'est qui se présente au tournoi, qui y va et qui y va pas. Le seul moyen de faire un point sur ce sujet-là, c'est pas ce qu'on va dire dans les médias, c'est où je vais jouer et qu'est-ce que ça envoie comme message. Et c'est sur ça qu'on peut juger de la situation des droits humains au sein du contingent du tennis féminin et masculin. Parce que aussi, on peut pas, mettons, du point de vue journalistique, on peut pas faire une nouvelle en disant, ça fait au-dessus d'un mois qu'on n'a pas eu de nouvelles sur la situation, comme on n'a pas de jus pour écrire là-dessus, donc ça devient compliqué, à mon avis. Ouais, mais OK. Pas si je suis en train de lancer un pavé dans la mort, là, mais quand, si je ne me trompe pas, c'était l'affaire de George Floyd. Le lendemain, Naomi Osaka joue pas, le tournoi arrête. Tu sais, on a arrêté un tournoi. Les joueurs ont ce pouvoir-là. On a pris une journée. C'est pour ça que je veux dire que c'est les joueurs qui peuvent faire un effet. Exact. Mais et c'est comme si on se disait, ouais, mais finalement, on ne la prendra pas, cette décision-là, pour les tournois asiatiques, alors qu'on le fait pour des tournois. C'était-tu Indian Wells qu'on a arrêté une journée? Je ne me souviens plus, là, c'était à quelle période de l'année George Floyd, c'est quand même il y a une couple d'années, mais on l'a vu dans le passé, les joueurs faire un statement. Alors, je suis curieux pour vous, je suis curieux de savoir pourquoi je sais pas, pourquoi il n'y a pas plus de voix qui s'élèvent dans ça et que, tu sais, je sais pas, c'est peut-être moi qui pense trop à la situation ou overthink la situation, là, pour l'expression. Je ne sais pas. Enfin, on en reparlera peut-être s'il y a des développements dans l'histoire. En même temps, il n'y en a pas de développement dans l'histoire. Là où il y a un développement, par contre, mon cher Hugues, c'est du côté du classement de la WTA. On a une nouvelle numéro 1 mondiale. Il y a une semaine, on parlait de deux mouvements probables au classement. Ils se sont confirmés plus vite qu'on pensait. Donc, d'un côté, Diallo qui rentre dans le top 100 de manière durable, c'est fait. Sabalenka qui devient numéro 1, elle était à moins de 200 points, je crois, il y a une semaine. Écoute, en vertu d'une sanction contre Iga Swiatek qui n'a pas fait suffisamment de WTA 500, Sabalenka devient numéro 1. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est tellement mérité. Et je suis content pour le tennis féminin aussi, autant que j'apprécie Swiatek et tout ça. Je pense que Sabalenka a le potentiel marketing d'amener le tennis féminin encore à un autre niveau pour toutes les bonnes raisons dont on parle régulièrement. Sa personnalité, ses émotions qui s'expriment constamment sur le terrain, son jeu aussi. Moi, je suis content de l'avoir au sommet de la pyramide dès maintenant. Nico, qui va terminer l'année à la place de numéro 1 mondial selon toi? C'est sûr que pour Sabalenka, là, pour y revenir, là, on a enfin le numéro 1 mondial. Je dirais pas légitime, mais qui, je trouve, représente à merveille ce que doit être le tennis féminin aujourd'hui. Oui, Swiatek, elle a gagné plusieurs tournois sur terre battue, des grands chelems. C'est évident qu'elle a un CV extraordinaire. Mais on cherche depuis longtemps cette fameuse joueuse qui pourrait remplacer Serena Williams dans sa manière d'être, dans sa manière de vendre le tennis, de s'exprimer, de paraître, d'attirer les spectateurs.
Et là, avec Sabalenka, on l'a. Je ne sais pas combien de temps elle va demeurer au sommet de la pyramide parce que Swiatek demeure toute une joueuse de tennis. Qui sait si Goff ne pourrait pas éclore, si Coco Gauff ne pourrait pas aussi prendre avec Pegula ou Rybakina peut-être aussi un jour au courant de la prochaine année le rôle de numéro 1 mondial. Mais présentement, je pense que celle qui doit y être, elle y est. Tu n'as pas répondu à la question. Qui va terminer à la place de numéro 1 mondial à la fin de l'année prochaine, à la fin de cette année? Sabalenka. OK. Intéressant. Hugues, qui va terminer numéro 1 mondial à la fin de l'année? Je crois que Sabalenka va être numéro 1. Amram? Je vais dire Sabalenka, puis je dirais aussi que ça peut faire du bien au tennis féminin. On change un peu l'ordre, on change tout ça, mais je veux pas, Swiatek, c'était depuis comme 2022 qu'il était numéro 1 quand Ash Barty était parti. Fait que ça fait longtemps, là. Avec un cours intermède de Sabalenka, justement, mais il reste que, messieurs, je pense que vous allez avoir raison parce que, en plus, Swiatek a les finales de la WTA à défendre. Alors, bon, avec déjà le rythme qu'a Sabalenka, plus les points à défendre du côté de Swiatek, je pense qu'elle sera numéro 1 mondial d'ici la fin de l'année. Hugues, tu voulais ajouter quelque chose? Non, tout ça. Ben, moi, c'était un dernier point. Je me permets de me lancer moi-même sur le sujet. Il y a quand même une annonce importante qui a été faite par l'ITF hier sur l'autorisation officielle maintenant du coaching off-court, donc pour les matchs individuels, pas les matchs par équipe où tu as un coach sur le banc comme en Coupe Davis ou en Billie Jean King Cup. Mais maintenant, c'est officiel que le coaching pourrait être autorisé dans tous les tournois sur toute la saison. Entre les points, au changement de côté, au changement de set, donc de manière verbale. On sait que ça se faisait déjà de façon ouverte là, depuis quelques temps, mais là, c'est officialisé. Et on verra si ça va changer quelque chose dans l'approche, la préparation des joueurs. C'est quand même une annonce importante là, que le coaching soit permis maintenant. Nico, tu avais l'air de voir. Ben, il était temps, puis de toute façon, je pense que, franchement, là, je pense que ça va avoir virtuellement zéro impact sur la game en elle-même. Nommez-moi un sport où un athlète en train de performer ne peut pas être coaché par son entraîneur. Il n'y en a pas un. Ça, puis pas juste le parachute. Oui. Ben, à moins qu'il y ait une oreillette. Puis j'entendais Roger Federer, j'ai écouté son entrevue complète d'1 heure avec Trevor Noah. Je ne sais pas si vous avez une chance, vous irez voir ça, ces deux chums en plus, ça a donné vraiment une belle entrevue. D'ailleurs, Hugues, je fais une parenthèse, là, parce qu'on a commenté le documentaire, puis on s'était dit, c'est peut-être pas, mais ça n'a jamais été prévu comme un documentaire. C'était censé initialement être des images d'archives pour lui, sa famille, puis peut-être quand il allait mourir. Puis là, le réalisateur, il a dit, ouais, non, on aurait assez de matériel pour faire The Last Days, tu sais, puis semble-t-il que c'est pour ça, parce que ça n'a jamais été prévu et tourné pour aller en ondes. Parenthèse, c'est ce qu'il a dit dans cette entrevue-là. Mais dans cette entrevue-là, il disait aussi également, on lui posait la question, tu sais, tu penses quoi des statistiques avancées et tout ça? Il disait, c'est correct qu'on ajoute ça au tennis, mais il dit, moi, je préférais pas trop en savoir quand je jouais parce que j'aime mieux pas me dire, il va servir 80% du temps là parce que ça peut venir jouer dans ma tête. Je préfère y aller à l'instinct puis réagir que de perdre, entre guillemets, la fraction de seconde à réfléchir sur les statistiques avancées. Alors, je pense que dans un contexte où Federer le dit comme ça, il n'est pas le seul à l'avoir dit, quand même que tu reçois du coaching, ça peut te donner des petits hints ici et là. Je ne suis pas sûr que ça va changer beaucoup de résultats dans le match. Non, je suis assez d'accord. Puis les joueurs ont assez d'acuité mentale et d'expérience et de clairvoyance pour comprendre comment s'adapter. Mais quand même, on voit des matchs où des choses paraissent évidentes. Un joueur qui devrait reculer ou une joueuse un tout petit peu parce qu'il ne suit pas le rythme. Peut-être reculer de 30 cm. Ça, un coach pourra le dire. Et je pense que dans certains cas, ça pourra aider. Généralement, ils font leur devoir avant les matchs. Ils savent que leur pattern de jeu qui fonctionne contre un tel joueur ou joueuse sont déjà choisis, établis. Mais durant le match, des fois, sous la pression, sous l'intensité du moment, tu as peut-être moins de clairvoyance au niveau mental. Et juste un petit commentaire, dire recule un petit peu, avance un petit peu, ça peut faire une vraie différence. Exact. Moi, je m'ennuie d'une époque assez spéciale dans la WTA, que le coach pouvait une fois dans le match aller voir sa joueuse au changement de côté.
c'était quand même divertissant. On se C'est souvient une époque qu'on de va certain qu'on va s'en Sylvain souvenir. Bruno avec Avec Bianca. Bianca en 2019. Ouais, c'était Moi, je quand me même sou- amusant. Je me souviens d'un certain Mouratoglou. Là, il va falloir nous écouter en vidéo là, parce que je faisais le mouvement vers l'avant là, qui aujourd'hui ne voudrait plus rien dire. Là, puis, ça a fait scandale à l'époque avec Serena Williams. Ben voilà, Hugues Léger, vous pouvez le trouver au stade IGA. Puis aussi contacter Tennis Montréal pour avoir des terrains de tennis. Vous pouvez trouver Abraham Santerre au Saguenay et vous pouvez lire Nicolas Richard dans la presse. Et Nicolas, ben, comme tu es parmi nous aujourd'hui, ce sera toi qui aura le lourd mandat de terminer l'épisode d'aujourd'hui. Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Abraham, bon tennis tout le monde.